Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Watine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin, vous êtes cofondateur et président de So We Found. En effet. Pardon pour la prononciation. Start-up évidemment qui s'occupe d'investissement. On va voir sa particularité, mais avant on a envie de parler de vous puisque c'est le principe de l'émission. Vous êtes un décideur engagé. L'avez-vous toujours été et quels ont été vos débuts finalement? Est-ce que les startups c'était votre truc au départ ou pas du tout? Alors le truc de départ, quand on est jeune, on sait jamais vraiment ce qu'on veut faire déjà. Mais moi j'ai commencé par le monde de la musique, donc non, c'était pas du tout mon secteur de prédilection à la base. Mais disons qu'après avoir fait pas mal de musique et des études en candidat libre en plus. Ouais, parce que vous n'avez pas eu votre bac. Enfin, oui, j'ai réussi à rater mon bac. Il y avait 99% de réussite. À l'époque déjà aussi. Lycée, et moi je suis le pourcent qui a fait rater encore les pourcentages de ces montagnes. Donc vous êtes allé vers la musique parce que c'était votre passion au départ. Vous vouliez être. Vous avez fait des concerts, un album, je crois aussi. Oui, même 2. Ouais. Oui, au départ, j'étais vraiment très engagé dans le monde de la musique, de la chanson française, du rock français. Et puis après, j'ai repris les études, en parallèle de cette passion. J'ai décidé de reprendre les études, d'abord en candidat libre, en passant un BTS et une licence. Et puis ensuite, j'ai intégré une école de commerce plus traditionnelle de la Chambre de commerce. Et c'est lors de cette école de commerce que j'ai fait un apprentissage que je recommande à tous les étudiants afin de payer ce master justement. Et c'est dans le cadre de cet apprentissage que j'ai travaillé et que j'ai pu commencer à rencontrer ce monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Ouais, et l'entrepreneuriat, c'est... Bien sûr. Et c'était quoi? C'était Paris Business Angels, hein, là où vous avez fait votre apprentissage. Et donc là, vous êtes dans l'univers des startups, l'univers des business angels, hein, comme on dit, donc du financement de ces startups à l'époque. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce milieu finalement? En fait, si vous voulez, si je fais même le rapport avec la musique, avant même de reprendre ces études, j'avais aussi créé une société avec un ami lors de mes études, une société innovante qui s'appelait New Communication. On avait fait de l'importation et distribution de terminaux mobiles. Donc j'ai toujours été intéressé par l'innovation. J'ai toujours voulu et souhaité porter des projets entrepreneuriaux, donc c'est ça vraiment ma passion et ce qui me permet ce qui m'aide à me lever le matin. J'aime porter des projets, sauf que la réalité, c'est que un des nerfs de la guerre est souvent le financement de ces entreprises pour leur développement et particulièrement dans le cadre de l'innovation. Ouais, on peut avoir ce qui nous paraît être une bonne idée, mais après pour la concrétiser, c'est compliqué quand même. Hein. Alors il faut trouver des investisseurs. C'est ce qui arrête, vous pensez souvent les jeunes qui veulent entreprendre et qui se disent oh là là c'est insurmontable. Quel conseil vous leur donneriez? L'entrepreneuriat, je pense que on n'a pas besoin tout le temps de financement. Et d'ailleurs, j'aime bien rappeler que je recommande à tout entrepreneur qui vient me voir d'essayer de faire sans d'avoir besoin de financement, puisqu'à partir du moment où on accueille des financiers, on accueille des co-investisseurs et on doit rendre des comptes. Ouais, c'est vrai. C'est pas du mécénat. Il en faut pas trop quoi. Voilà, sinon, et puis ça diminue et ça dilue un peu votre capital. Mais en revanche, c'est très compliqué de développer une entreprise innovante sur fonds propres, tout simplement parce que par définition, comme c'est innovant, les banques prêtent pas. Donc on est dans un schéma de financement qui est complexe et donc on est obligé de faire appel au financement privé, en financement en capital, pour pouvoir ensuite créer un effet de levier sur de la dette, parce que il y a l'adage on prête corrige. Donc si vous n'avez pas de fonds propres, les banques elles vous prêtent pas. C'est vrai. D'où l'idée justement de créer So We Found. Comment ça vous est venu? Quels étaient les freins que vous vouliez lever justement en créant cette société? Si vous voulez, l'anecdote, c'est donc moi j'ai travaillé un peu pour Paris Business Angels, puis après j'ai dirigé une société américaine que j'ai développée sur le marché européan, qui s'appelait Angelsoft, puis Gust. Et mon métier, c'était d'améliorer les processus d'investissement de tous les fonds d'investissement, des acteurs, des réseaux de Business Angels. Et en côtoyant ces acteurs, je me suis rendu compte que
je voulais investir dans une start-up. Et typiquement, il y en a même quelques-unes que je peux citer, puisque elle est connue, mais j'ai voulu investir dans Cheers, qui est une application mobile photo, et j'ai proposé, par exemple, de mettre 5 000 euros. Et à ce moment-là, les fondateurs ont dit, bah, t'es sympa, mais moi, 5 000 euros, c'est pas assez. Je peux te laisser rentrer exceptionnellement, si tu veux, vers 20 ou 30 000. Et j'ai pas 20 ou 30 000 euros à cette époque du tout à mettre dans une société, dans une start-up. Et donc, je me suis dit, c'est embêtant parce que c'est encore réservé uniquement à des investisseurs qui ont vraiment beaucoup de financement. Donc, comment essayer à cette époque du peer-to-peer et d'essayer de démocratiser cet investissement, et c'est la mission de SoWeFund aujourd'hui, c'est de démocratiser l'investissement dans les startups. C'est de l'investissement, ce qu'on appelle de l'investissement participatif. Alors comment vous avez mis ça en place finalement? Comment ça a été possible? Alors nous, on a créé, donc c'est une société que j'ai créée en 2013, début 2014, avec deux associés et un principal qui est Georges Viglietti, mais aussi Jean-Philippe Leflot. Et notre ambition, ça a été vraiment de démocratiser l'investissement dans les startups en permettant, d'un côté, d'identifier les meilleurs projets possibles et de les présenter à cette communauté, et de l'autre, de leur permettre en commun, dans le cadre de la création d'un SPV, d'un holding, de les rassembler pour investir et avoir accès à ce type d'investissement. Et aujourd'hui, si vous voulez, SoWeFund, c'est la plateforme pionnière leader du co-investissement. Ouais, puisque vous êtes les premiers à avoir reçu l'agrément de conseiller en investissement participatif. Ça a été une grande réussite finalement. Ça n'a pas été facile, parce que la réalité, c'est que ça n'a pas pris comme le Bitcoin a pris. Ça a mis beaucoup de temps. Moi, SoWeFund, ça a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, du coup, ce parti pris de vouloir faire du co-investissement était une idée de départ, mais qui est devenue maintenant une idée de positionnement renforcée lorsqu'on a intégré le groupe Founders Future en 2023, qui est de démocratiser l'investissement, mais de le rendre surtout sécure et le plus transparent possible. Alors, si demain, moi, je veux investir chez vous, je fais comment, concrètement? Concrètement, vous vous rendez sur la plateforme sowefund.com et là, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Et par contre, vous allez devoir remplir tout un certain nombre de questions, parce qu'on est une plateforme qui est régulée par l'autorité des marchés financiers, une plateforme prestataire de services d'investissement participatif. Et donc, on a des obligations réglementaires de KYC que vous avez avec votre banquier. Donc, c'est jamais très agréable, mais c'est un super onboarding, ça va très vite, ça vous prendra pas plus de 5 minutes. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez accès aux informations de l'entreprise et vous pourrez participer à des webinaires, à des rencontres entrepreneurs et tout simplement investir depuis chez vous au sein du capital de l'entreprise. Et à contrario, vous, comment vous choisissez justement les entreprises qui participent à SoWeFund? C'est toute la difficulté et c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, on va recevoir, si vous voulez, environ 4000 dossiers, 2000 dossiers nativement, et nous, on va aller en chercher 2000 de plus. Et sur ces 4000 dossiers, on va en présenter une quarantaine à notre communauté d'investisseurs. Donc, ça veut dire... sur quels critères de 1%. Potentiel de croissance, l'équipe, très important dans la cohérence de l'équipe et le fait que il y ait pas, s'il y a une équipe trop technique mais absolument pas de bizdev ou de commercial, ça va être compliqué de mener à bien. Il y a plein de sujets, mais c'est vraiment oui, c'est très décortiqué. Et en plus de ça, parce qu'il y a quand même une notion de volume et d'enjeu, on s'appuie aussi sur les diligences et les études que font nos partenaires co-investisseurs, puisqu'on ne fait que du co-investissement, encore une fois, pour limiter le risque, parce que c'est un investissement très risqué. Qu'est-ce que vous aimeriez encore réaliser? Je voudrais quand même, moi, tous les jours, j'aimerais qu'on finance toujours plus de startups, toujours plus d'entreprises. J'aimerais pouvoir financer toujours autant ces entreprises innovantes à l'amorçage, mais de plus en plus dans des entreprises plus matures. J'aimerais que tout l'écosystème s'empare du fait que le financement participatif, ça a un vrai impact, et on l'a démontré auprès de plein de startups qui, à partir du moment où elles devaient engager une communauté, ça démontrait qu'il y avait moins de churn, donc ça permettait d'avoir plus de parrainage, de limiter donc les départs vis-à-vis du churn, et que ça permettait une communication très accrue.
Donc d'engager sa communauté et de faire de ces ambassadeurs, on a parlé des ambassadeurs, on a parlé après des consommateurs, et nous c'est des consommateurs, c'est vraiment la boucle est bouclée. On va parler de RSE avec la question du World Impact Summit. Le World Impact Summit, le sommet des décideurs qui évidemment parie dans un avenir durable, et c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit que vous avez choisie parmi plusieurs questions qui vous ont été proposées, c'est celle-ci à l'heure du purpose washing. Comment donner du sens et des preuves de vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? Bah déjà, c'est pas facile. C'est quelque chose qui est complexe. Encore plus dans l'environnement assez moribond aujourd'hui et où il y a eu quand même depuis quelques mois et nous on le ressent très fortement dans l'écosystème du ah bah maintenant c'est plus la mode, on va essayer de parler d'autre chose, se concentrer sur autre chose. Même dans la prise de risque aussi dans le contexte actuel. Un petit peu, oui. On parle plus facilement, on parle tellement de défense, de souveraineté que parler d'environnement, de transition écologique, de projets sociétaux ou d'impact sociétal, c'est moins, en tout cas, disons, c'est moins sous le feu des projecteurs. Et donc nous, comment déjà on pense que c'est un cycle, donc il faut pas se fier au cycle. Moi, j'invite toujours les gens à investir sur du temps long, à investir dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on croit. Et c'est par essence même la différence, c'est que nous on ne parle pas, on réalise, on est par mission et par définition une plateforme de financement alternative où on apporte un financement nouveau. Les personnes qui investissent au travers de notre plateforme, elles choisissent les projets qu'elles veulent soutenir. Donc c'est pas, je vais pas vous vendre un super produit ISR vous connaissez pas. Ça c'est important et c'est de plus en plus plébiscité d'ailleurs. Très attendu. De mettre son argent là où ça a du sens en fait. C'est mettre son argent, vraiment de savoir où est-ce qu'il va, parce que souvent on croit savoir où est-ce qu'il va, mais il va pas vraiment là où on nous a dit qu'il allait. Ensuite c'est hyper important le sens de savoir à quoi il va servir parce qu'il y a destination mais il y a surtout l'usage derrière et c'est pareil les personnes ont envie d'être très attentives à comment va être utilisé mon argent, pourquoi, est-ce que ça va créer de l'emploi, est-ce que c'est pour de la com, pourquoi c'est, et donc ça permet d'être beaucoup plus engagé, d'être beaucoup plus au courant au fait de ce qu'on fait de votre argent. Et donc ça, c'est déjà un engagement assez citoyen d'investir dans ce type de société. Question d'un jeune étudiant de Centrale Supélec. À présent, ce sera juste après le jingle. La question d'un jeune étudiant de Centrale Supélec. Comment est-ce que vous préparez les transformations liées à l'intelligence artificielle ? Ça, dans mon secteur, c'est assez essentiel. On n'arrête pas de parler d'IA dans le monde de l'innovation. Nous, chez SoWeFund, ça fait pas mal de temps qu'on travaille déjà dessus et qu'on essaye de l'adopter en interne. On essaye pas, on le fait. On a commencé par réaliser des formations et ça, je le recommande vraiment aux entreprises. C'est comme ça déjà qu'on. Il faut se former beaucoup. Bah oui, et la difficulté, c'est pas tellement découvrir l'usage, c'est de le faire adopter par ses salariés et faire évoluer en plus et ses employés. Ensuite, et ses collaborateurs, faut le faire évoluer. Donc ça, c'est essentiel. Et comment on fait? En faisant appel à de la formation, c'est important. Et ensuite, moi, je crois beaucoup au monde agentique de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a plein de domaines de l'intelligence artificielle. Mais le monde agentique, c'est celui qui vous permet de faire en sorte l'objectif de l'intelligence artificielle, de la manière dont on veut l'utiliser, c'est pas pour remplacer quelqu'un, c'est pour faire en sorte que cette personne démultiplie un peu ses capacités et tout le dirty work, le travail qu'il a pas envie de faire, à faible valeur ajoutée, qui généralement on procrastine, etc. Si aujourd'hui on peut le faire et le mettre en place pour l'intelligence artificielle, c'est super. Et nous, ça accélère beaucoup de choses à plein d'égards. Ça, on a développé des agents pour mieux sélectionner les startups. C'est ce que j'allais dire, on rend des critères et après on a... Pour faire des meilleurs scoring, pour aller chercher, pour mieux travailler le contenu de nos offres et de nos projets. Et typiquement aussi un exemple concret, c'est on a récemment finalisé la mise en place d'un nouvel agent au niveau du support de nos clients, parce qu'on gère des centaines de milliers de personnes, il y a 160 000 membres sur notre plateforme.
Et donc, il y a 30% du support qui est géré par de l'intelligence artificielle, et c'est énorme. Et c'est surtout assez qualitatif puisque c'est standardisé, donc c'est très efficace. Maintenant, faut faire attention entre intelligence artificielle, ça va pas remplacer tout le monde, et puis C'est la grande crainte que ça remplace l'humain finalement. non seulement c'est la crainte, mais moi j'ai surtout la crainte que ça nous rende un peu, ça nous évite un peu, nous rende un peu idiots, parce que si on, Oui, parce qu'on ne fera plus certaines choses finalement. voilà, si Oui. on se repose toujours sur On un perd des qualités artificiel, à un moment donné, ou des un peu réflexes. de sens, Mm. de vie, de réflexion, de matière. Il y a encore un peu de boulot, je pense. Ouais. La question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez peut-être poser des questions aux personnes qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle à présent. Benjamin Watine, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent aujourd'hui, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Eh bien, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui en France, avec l'environnement ambiant compliqué, il faudrait apporter un petit peu plus de stabilité et de long terme dans les décisions qui sont prises, en tout cas essayer de les pousser. De plus en plus, on ressent que les Français s'en foutent complètement d'avoir un budget, des lois qui ne sont jamais votées. Et donc, l'objectif, ce serait d'avoir cette stabilité et d'essayer si je dois aussi prêcher pour ma paroisse d'investisseurs, c'est de maintenir tout ce travail qui a été fait ces dernières années pour aider et développer l'investissement, l'entrepreneuriat, parce que avant c'était un gros mot d'entreprendre il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est à la mode, et il y a eu un gros travail qui a été fait et il doit continuer, sinon on va rater un certain nombre de mouvements. Et on parlait de transition énergétique, mais aussi de transition sur l'intelligence artificielle. Et puis, donc là, il y a des dispositifs comme celui de jeunes entreprises innovantes, comme celui qui sont remis souvent en cause. Et in fine, eh bien, les entrepreneurs commencent à avoir peur, les investisseurs aussi. Et l'instabilité, eh bien, malheureusement, ne permet pas de voir sur du long terme. Ouais, c'est bien le problème, ce long-termisme qui est réclamé par le monde des entreprises en général et qui finalement ne tient pas. Enfin, en tout cas, les gouvernements se succèdent sans vraiment avoir de vision. Il faut pas se baser sur des mandats, quoi. Voilà, absolument. Donc c'est compliqué d'être entrepreneur dans ce contexte. Merci beaucoup, merci Benjamin Watine d'avoir participé à On se dit tout. On le voit, vous êtes décideur engagé. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.